Salut et merci de nous rejoindre dans 77%. Panda Silla avec vous et j'espère que vous êtes en forme. Émission spéciale aujourd'hui. Échauffez-vous, on parle sport avec toute la diversité du continent. Il y aura du foot, évidemment, de l'Égypte au Cameroun en passant par le Maroc. Analyse des forces et faiblesses du continent africain. On monte sur les planches de glisse en Namibie, descendre sur des dunes de sable, sensations fortes et paysages et à couper le souffle. Et puis on sera au Niger sur l'eau, dans l'eau, en pirogue, à la nage, les sports nautiques font carton plein au bord du fleuve Niger. Mais d'abord, un portrait pour commencer cette émission, celui d'une femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle a un parcours exceptionnel, première femme d'Afrique de l'Est à avoir remporté un important grand prix de moto au Kenya. Saleh Mwanwa Milongo nous amène à la rencontre d'Harmony Wanjiku. Accrochez-vous, ça va très vite. Harmony Wanjiku est une véritable reine de la vitesse. Cette motocycliste professionnelle participe à des courses depuis 5 ans. Avant même de se lancer sur la piste, elle a toujours aimé la sensation de liberté que procure les motos. Mais sa carrière a commencé par un défi lancé par un ami. Il a dit que j'étais une très bonne pilote, alors pourquoi ne pas relever le défi d'être la première femme sur la piste parce que je pourrais bien le faire. Ça a commencé de manière très amusante, comme un défi, puis je suis tombée amoureuse de ce sport. Suivre sa passion a porté ses fruits. En 2019, Harmony est devenue la première femme à remporter les championnats d'Afrique de l'Est de motocyclisme. Elle s'est ensuite classée deuxième lors du championnat 2019 de Red Spearbook de Johannesburg en Afrique du Sud. Son arme secrète, les encouragements de son père. La première course qu'il m'a vu faire, c'était en 2019 et je pense que la motivation est partie de là. Je me suis dit, il est là, waouh! Harmony a la chance d'avoir la bénédiction de ses parents, mais elle ne leur a pas vraiment laissé le choix. Elle était déchaînée, elle disait que personne ne l'arrêtait, que si elle rentrait à la maison, il faudrait continuer à la harceler et l'encourager à ne pas s'arrêter. Harmony a contribué à réduire les stéréotypes selon lesquels la course n'est pas faite pour les femmes. Bien que certains coureurs lui aient dit qu'elle n'avait pas sa place sur la piste, elle ne s'est pas laissée décourager. Les stéréotypes étaient là parce que vous rencontrez des gens qui veulent vous rabaisser. Mais vous savez quoi, ma couronne est toujours là. Depuis que Harmony a commencé à se faire un nom, son entraîneur a également remarqué qu'il y avait plus de femmes sur la piste. Nous voyons de plus en plus de choses. En fait, nous nous dirigeons vers la barre des 30%. Connues localement sous le nom de Boda Boda, les motos sont un mode de transport courant au Kenya. Bien qu'il soit encore rare de voir des femmes conduire des motos, elles sont de plus en plus nombreuses à faire l'expérience de la liberté que leur offre les Boda Boda, que ce soit en se faufilant dans la circulation ou en filant sur les routes et autoroutes. Harmony gère également une boutique de motos et équipe tous ceux qui veulent prendre la route. Je cible les conducteurs de Boda Boda, que vous ayez une Boda ou une moto privée, même les organisations, même les livreurs. Je cible tout le monde. Je n'ai pas de personne spécifique. Harmony encourage tous les motocyclistes en herbe à commencer simplement avec ce qu'ils ont. Après une récente blessure, Harmony est de retour sur la piste. Elle est impatiente et s'entraîne déjà pour décrocher une nouvelle victoire sur le podium. Un podium qui serait mérité, un grand bravo à cette championne pour ce parcours déjà très réussi. Un sport roi maintenant, le football évidemment. Et nous avons certainement le continent le plus riche. Des lions indomptables du Cameroun en passant par ceux du Sénégal jusqu'en Égypte. L'Afrique regorge de talents, des forces diverses sur tout le continent. Mais savez-vous pourquoi justement cela est divers? Analyse avec Reliu Kobakin dans 77%. In January is a little tournament in Africa. I think you're the continent and apologies. Le football africain est souvent méprisé. Le commentaire de Jürgen Klopp était ironique, mais les stéréotypes sont tenaces et le football africain souvent incompris. Alors, plongeons dans le vif du sujet et découvrons pourquoi il est en fait très diversifié.
80% des Africains qui jouent en première ligue anglaise viennent du nord ou de l'ouest du continent. Ces nations dominent également les tournois de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte a remporté la CAN 7 fois, le Cameroun 5 fois, le Ghana 4 fois et le Nigeria 3 fois. Les régions du sud, de l'est et du centre de l'Afrique sont à la traîne. Alors pourquoi ? Les Africains de l'Ouest sont naturellement plus forts. Les Africains de l'Ouest sont naturellement faits pour être très compétitifs dans le football. Mais n'est-ce pas aussi un stéréotype ? Et quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas vraiment homogène. Par exemple, je peux penser à la Guinée, par exemple, qui a des joueurs très rapides. Mais quand on compare, par exemple, la Guinée à la Côte d'Ivoire, qui sont des pays voisins ou presque voisins, ce n'est pas du tout la même aptitude physique. Mais plus grand, plus fort, n'est pas automatiquement synonyme de succès. La technique et le mental jouent également un rôle important. Le Nigérien moyen est beaucoup plus ambitieux. Ça, c'est une caractéristique des Nigérians. Nous sommes ambitieux, nous sommes des rêveurs, nous voulons réussir. Et puis, il y a la culture du foot. Au Cameroun, le football est partout. Comme dans des pays tels que le Brésil, on apprend à jouer très jeune, on joue très tôt au football. Étant donné que c'est un sport qui est facile à pratiquer, ça ne demande pas de moyens. Mais au Kenya, à l'Est, l'athlétisme règne en maître. Ils ont remporté plus de 100 médailles olympiques, le plus grand nombre en Afrique. Mais ils n'ont jamais participé à une Coupe du monde de football et se sont très rarement qualifiés pour la CAN. Les grandes stars peuvent apporter de la visibilité, mais des pays comme le Kenya et la Tanzanie sont désavantagés par les règles de permis de travail. Les joueurs ne sont pas automatiquement autorisés à jouer en Angleterre si leur pays a un classement FIFA inférieur à la 50e place. Pendant ce temps, d'autres pays ont bénéficié de leur lien avec la France. Ils ont bénéficié d'une infrastructure et d'une proximité qui était géographique et historique. Donc, il y a eu, si vous voulez, une institutionnalisation du football qui était beaucoup plus ancienne. Les ligues nord-africaines sont financièrement stables et bénéficient du soutien inconditionnel de leurs supporters. Les 6 derniers titres de la Ligue africaine des clubs champions ont été partagés entre des clubs d'Égypte, de Tunisie et du Maroc. Les clubs sont gérés comme des sociétés. Les enjeux financiers ont surtout explosé. Seule l'Afrique du Sud peut rivaliser avec ce niveau. Elle possède de grands clubs compétitifs, soutenus par des supporters passionnés. Mais l'équipe nationale n'a pas réussi à progresser. C'est un peu un mystère. Tout comme la RD Congo en Afrique centrale, vainqueur de la CAN en 1968 et 1974, elle a maintenant du mal à se qualifier. Mais note plus positive, il y a toujours des contes de fées en Afrique. Les Comores, 850 000 habitants, se sont qualifiés pour la CAN 2022, leur premier grand tournoi. Cela montre que le football africain a beaucoup à offrir. En Afrique, les moyens se sont démocratisés, le football s'est démocratisé et ce n'est plus réservé à une certaine caste qui est la seule vraie démocratie de l'Afrique en fait. C'est les 11 contre les 11 qui arrivent sur le terrain et c'est la meilleure histoire du football africain et on l'aime comme ça. Donc... Le football, vecteur de démocratie, on l'espère. Le football, aussi bien que le rugby, le cricket et les autres sports collectifs, a le pouvoir de guérir les blessures, disait d'ailleurs Nelson Mandela, ancien président sud-africain. On ne peut qu'espérer que le message passe, et même chez les femmes. Allez, comme promis, on part maintenant en Namibie. Vous connaissez la glisse sur l'eau, le surf. Eh bien, là-bas, il est possible de pratiquer la glisse sur le sable. Tout cela se fait en plus dans des paysages magnifiques, vous allez le voir. Les pratiquants de ce sport espèrent même le développer, nous raconte Constance Fischer. Avis aux amateurs de glisse, de vitesse et d'adrénaline. La popularité du surf sur sable ne cesse de croître, au point qu'il peut désormais rivaliser avec ses grands frères, le surf pratiqué sur l'eau et le snowboard, son équivalent sur neige. Des championnats comme celui-ci qui s'est tenu à Ica, au Pérou, en 2019, rassemblent des professionnels et de simples fans du monde entier. Mais le sandboarding a aussi sa place en Afrique. En Namibie,
Swakopmund est le lieu par excellence pour pratiquer ce sport riche en sensations fortes. Certains habitants rêvent d'en faire un paradis du surf sur sable. Ici, on peut dévaler parmi les plus grandes dunes du monde et le sandboarding est devenu une source de revenus pour beaucoup de jeunes comme Blanco. La première montée est la plus difficile, mais après, ça devient plus facile. Blanco emmène régulièrement des touristes dans les dunes en leur disant toutefois de venir avec une bonne dose d'énergie. Marcher sur une pente raide et sablonneuse pendant 150 mètres n'est pas une mince affaire, surtout qu'il faut, malgré la chaleur, porter des bottes d'hiver et une planche de surf qui est tout sauf légère. Mais le jeu en vaut la chandelle. En revanche, côté équipement, il n'y a pas beaucoup de choix. Blanco et son équipe doivent utiliser des équipements de sport d'hiver venus d'Europe pour répondre à leurs besoins. Avant de s'élancer du toit du monde, Ravanelli, l'ami de Blanco, vérifie toujours l'état de sa planche. Pour glisser tout en douceur, il est essentiel qu'elle soit fartée, c'est-à-dire enduite d'un produit à base de cire. Avant chaque sortie, il faut toujours polir la planche avec de la wax. On humidifie et puis on cire avant que ça sèche, puis on met du sable dessus et on enlève la cire. Comme dit monsieur Miyagi, wax et des wax, mets de la cire, enlève la cire. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Concentrate. En Namibie, il y a quelques années, le sandboarding c'était du sérieux. Il y avait même une ligue sud-africaine qui organisait régulièrement des concours dans les dunes, mais elle a fini par disparaître et le sandboarding est alors devenu une simple attraction touristique. Ces 2 dernières années, les restrictions imposées par la Covid-19 n'ont pas non plus permis d'encourager la pratique de ce sport, mais Ravanelli continue d'y croire. This is sandboarding, bro. And me and my homeboys here. C'est du sandboard, mon frère. Moi et mes potes, on a monté cette petite équipe de sandboarding et on amène aussi des touristes ici pour leur apprendre à en faire. C'est le paradis ici. Les dunes d'un côté, l'océan de l'autre, c'est ça, la liberté. Ravanelli et ses amis espèrent pouvoir bientôt apprendre à une quantité de touristes comment se déplacer sur une planche des sables. Et qui sait, peut-être un jour, il y aura un autre championnat dans les magnifiques dunes de Swakopmund. Il y a déjà des touristes au rendez-vous sur place. Cela vaut le détour, même si vous n'êtes pas fan de sport de glisse. Les paysages que l'on vient de voir sont époustouflants. Époustouflants aussi souvent dans le sport, ces hommes et ces femmes qu'on n'aurait pas cru faire de grandes carrières il y a quelques années et qui, face aux aléas de la vie, se retrouvent sur le terrain de sport avec succès. Sur la petite île méditerranéenne de Chypre, au sud de la Turquie, une équipe de basket formée de réfugiés marque des paniers contre les conditions de la vie difficile sur place. Mais vous le savez peut-être, les personnes africaines à Chypre doivent se battre face à des situations désastreuses. Le sport est alors un moyen de canaliser ces frustrations de manière positive. Joshua Kambala est un vrai combattant. Le capitaine de cette équipe de basket des réfugiés s'est battu toute sa vie. Il est arrivé à Chypre en mai 2020 après avoir fui la République démocratique du Congo en raison du conflit. Ouais, je suis venu ici, il y avait une personne qui m'avait aidé et la personne, j'étais allé chez lui, je lui ai parlé sur ma situation. C'est lui qui m'a aidé, qui a fait en sorte que je puisse venir ici. Ce qui était censé être un nouveau départ dans sa vie a rapidement tourné au cauchemar. Le jeune homme de 17 ans a été arrêté par la police chypriote et jeté en prison pour adultère pendant 4 mois alors qu'il était mineur. J'ai passé une nuit dans des commissariats et le lendemain, je suis allé au tribunal. Et quand je suis allé au tribunal, j'ai expliqué pourquoi je suis venu ici et la raison pour laquelle je suis venu ici. Il y avait aussi le couvre-feu en même temps quand tu traversais. Et puis les traverses que tu as fait, c'était tu es entré en Chypre par illégal. Et c'était pas d'abord facile pour moi parce que c'était pour la première fois d'entrer en prison. Des milliers de demandeurs d'asile suivent la route de Joshua Kambala chaque année. Ils arrivent dans le sud de Chypre en provenance de Turquie. Une fois ici, ils passent plusieurs mois au centre d'accueil de Pournara
à environ 10 km de la capitale Nicosie. Le camp est surpeuplé, les conditions sanitaires sont mauvaises et l'accès aux services sociaux est limité. De nombreux habitants de la région dépendent des dons d'associations telles que Generation for Change. Etinosa Eref Benadje dit avoir créé ce projet après avoir été témoin des conditions épouvantables auxquelles font face les réfugiés. Nous demandons généralement aux gens de donner de la nourriture et des vêtements, des couvertures, surtout en hiver. Puis nous distribuons ces articles aux personnes du camp pour leur apporter un peu de confort. Mais nous voulons surtout montrer notre solidarité envers les personnes vulnérables. Une fois qu'ils ont quitté le camp, ils ont 2 mois avant de pouvoir prétendre à des allocations. Pendant cette période, nous leur fournissons de la nourriture, de la literie et des produits d'hygiène essentiels. Ils nous font part de leurs besoins et nous essayons d'y répondre autant que possible. Et ces besoins sont nombreux. Après des critiques répétées sur les conditions de vie au camp de Pournara, le président de Chypre a promis un traitement plus humain des migrants. Mais pour le professeur Nikos Trimikliotis, le gouvernement frustre délibérément les réfugiés. Une fois que vous parvenez à soumettre votre demande, les conditions d'accueil sont absolument épouvantables. C'est embarrassant. Si vous allez à Pournara, cela ressemble à Moria. Moria était une honte pour la Grèce. Pournara est notre Moria. C'est une honte pour Chypre. Ceux qui quittent Pournara et restent à l'extérieur sont victimes de discrimination, que ce soit pour l'accès aux droits ou l'accès au marché du travail, surtout si vous êtes africain et que vous êtes noir. C'est vraiment une situation terrible d'être un demandeur d'asile à Chypre. Alors qu'ils planifient leur prochaine étape, plusieurs jeunes Africains sont coincés sur cette magnifique île méditerranéenne sans pouvoir en sortir. De retour sur le terrain, jouer au basket aide Yoshua Kambala et ses coéquipiers à oublier leur traumatisme passé. Ici, l'accent est mis sur une seule chose, devenir la prochaine star du basket. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Des combattants, il y en a beaucoup sur le continent, vous en faites peut-être partie. Elle aussi d'ailleurs, en Tanzanie, Agnès Kifaluka enfile ses gants. Elle accueille 77% dans son studio de sport où elle travaille dur pour rester en forme et exercer son métier dans le monde du cinéma. Agnès Kifaluka est l'une des premières actrices d'Afrique de l'Est à jouer dans des films d'arts martiaux. Il est rare que des femmes participent à de tels films. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes ici en Tanzanie dans les films d'action, je me suis dit que c'était une opportunité à saisir pour pouvoir facilement trouver le succès. Parce qu'il y a un grand besoin de femmes qui pourraient jouer dans les films d'action. Beaucoup de femmes jouent dans des drames, donc si cette opportunité se présente, je serai la seule. L'héroïne tanzanienne s'entraîne chaque matin pour renforcer son talent. C'est le secret de son succès. Mais malgré son statut d'actrice de boxe, Agnès mène une vie normale. C'est très facile quand je suis à la maison. Je suis comme une mère. Et quand je suis au travail, je change. C'est pourquoi les gens font la différence entre la vie à la maison et la vie au travail ou le jeu d'acteur. Le rêve d'Agnès est de rendre son pays, la Tanzanie, célèbre grâce à ses talents en arts martiaux. Elle espère un jour se faire connaître dans l'industrie cinématographique mondiale.
Et lorsque vous la verrez sur les écrans du monde entier, vous pourrez dire que vous l'avez découvert dans le magazine 77%, un magazine consacré au sport cette semaine. Et si vous êtes au sec derrière vos écrans, vous pourriez être mouillé bientôt. On part dans l'eau, sur l'eau, il y a de l'eau partout. Direction le fleuve Niger à Niamey. Là-bas, on pratique la pirogue ou la natation dans une effervescence exceptionnelle. Sans mouiller sa caméra, l'équipe 77% nous emmène sur place. Ce sont des centaines de jeunes amateurs de sport nautique issus de plusieurs quartiers et villages environnants de Niamey, situés le long du fleuve Niger, qui envahissent les différentes plages de ce cours d'eau long de 4184 km. Ces jeunes jaugent leurs compétences en sport fluviaux dès que l'occasion se présente. Ici, ce sont 30 jeunes piroguiers d'un 15 pirogues qui sont en compétition pour une course d'environ 1 km autour de l'une des îles du fleuve. Après plusieurs minutes de coups de pagaie, c'est l'équipe numéro 5 qui se classe la première. Nous sommes fiers d'occuper la première place de cette course. C'est le résultat de plusieurs années de travail. Mais nous, les riverains du fleuve, nous avons besoin d'aide, notamment des pirogues et autres matériaux nécessaires aux riverains. De tous les sports aquatiques pratiqués sur le fleuve Niger, la natation constitue incontestablement la discipline vedette pour les jeunes de toutes les catégories d'âge. Il y a 3 catégories, dont celle des jeunes filles et garçons âgés de 9 à 12 ans, ceux âgés de 13 à 15 ans et ceux âgés de 16 ans et plus. Nous espérons à travers ces diverses compétitions former des champions parmi ces jeunes. Ici, c'est une centaine de jeunes garçons qui s'affrontent en aquathlon. Un parcours enchaînant natation et course à pied. Pour ces jeunes athlètes nageurs, l'État doit mieux investir dans les sports et les jeunes doivent s'impliquer davantage pour la promotion des sports nautiques au Niger. L'appel que je lance au regard de nos dirigeants et autorités à jeter un coup d'œil aux sportifs en général, en particulier pour le triathlon. Tous les pays qui sont devant nous, c'est parce que les autorités ont l'œil et les oreilles au niveau des ministères de sport. Et nous aussi, nous avons besoin de la même chose. Sans les dirigeants, les fédérations et les clubs ne peuvent pas aller au-delà des frontières. Ma réaction, c'est de dire que tous les gens qui ne savent pas nager, de venir prendre à nager. Parce que si tu ne sais pas nager, tu viens au fleuve, tu ne sais pas nager, tu entres et tu vas noyer. Ça, ce n'est pas normal. Face à la rareté des installations de sport aquatique à Niamey, le club nautique de Niamey est l'une des rares satisfactions de la capitale. Ces bateaux à moteur ainsi que ces jet skis constituent une véritable attraction pour de nombreux jeunes et moins jeunes amateurs nationaux et étrangers. Nous avons amené 3 bateaux et 2 jet skis avec nous. Notre club apprend à plusieurs jeunes comment conduire le bateau à moteur et les jet skis. À travers ces différentes compétitions sur le fleuve Niger, la Fédération nigérienne de triathlon vise à détecter les jeunes talents dans les différents sports nautiques. Le but, les accompagner de leur passion et faire d'eux les futurs ambassadeurs du sport nautique du Niger. C'est un beau poste, ambassadeur nautique. D'ailleurs, les sports d'eau sont des disciplines importantes et pratiquées dans le monde entier. Pour les prochains Jeux olympiques, par exemple à Paris, en France, en 2024, les sports aquatiques se diviseront en 5 disciplines. Peut-être pour les JO d'après, on retrouvera les jeunes de Niamey sur les podiums. J'espère que vous n'avez pas trop transféré en regardant cette émission qui arrive à sa fin. Moi, ça m'a donné envie de courir, de sauter et de nager. D'ailleurs, si vous voulez monter sur le podium de nos commentaires
Écrivez-nous, contactez-nous via les médias sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer un email et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. En attendant, on se quitte avec ces Béninois hyper motivés sur le terrain de football. Soyez actifs, soyez fair play, amusez-vous et à très bientôt. Voilà ce soir mina floumi. Tao tao mina yavi. Miwa miwa minimisé. Petit mato 4 cailloux. Voilà voilà mina floumi. Tao tao mina yavi. Bio bu bio bu bio bu bio bu. Que le ma que le ma que le ma que le ma que le